Bonjour, une nouvelle vidéo consacrée à notre chapitre sur le bonheur. On va passer à la partie 2 du cours, à la deuxième grande partie du cours, qui va nous dire le bonheur ne serait qu'un idéal inaccessible et trompeur. Donc là, on va perdre un petit peu de vue l'idée selon laquelle le bonheur est accessible, mais pas par les voies habituelles. On va être dans une contestation de la notion même de bonheur selon certains philosophes, et on va en prendre deux en particulier, à savoir Kant et Blaise Pascal. Donc grand 2, le bonheur ne serait qu'un idéal inaccessible et trompeur. Le plaisir est une chose concrète qui se définit de façon positive, on l'a déjà vu, on en sait les causes, les conséquences, on le ressent de façon physique. Le bonheur n'est pas ressenti et se définit souvent négativement. C'est vrai qu'on a tendance souvent à dire je pourrais être heureux ou encore plus heureux, les autres semblent heureux et pas moi. C'est ici encore le désir qui nous pousse vers la démesure. On retrouve, vous savez, cette notion de démesure, d'hubris selon la philosophie. Quand on en a, on en veut encore plus derrière. Et donc il y a une notion effectivement de démesure. On désire encore et toujours plus. C'est, semble-t-il, un petit peu dans notre nature de vouloir ce bonheur à tout prix. Il y a aussi cette jolie phrase, alors qui n'est pas une phrase de philosophie, mais une phrase poétique de Jacques Prévert, le poète Jacques Prévert qui avait une très belle formule, il disait « Le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va ». Ici, Jacques Prévert sous-entendrait que finalement le bonheur, c'est pas grand-chose. Le bonheur, c'est juste une sensation fugitive dont on ne se rend pas compte quand on le vit, mais par contre, quand ça s'achève, ça fait très très mal. Et ça viendrait un petit peu confirmer cette idée selon laquelle le malheur se ressent bel et bien, on sent bien quand on est malheureux, on se le dit, et quand on est heureux, eh bien, ça nous paraît une espèce de dû, tout va bien. Mais ces philosophes-là vont aller encore plus loin en disant en fait, le bonheur, non, ça n'existe même pas. C'est juste un leurre totalement flou. Alors, voilà ce qu'en disent les philosophes. Juste avant, je pose une question, hein, n'est-ce pas une tromperie que de s'imaginer parfait, excellent en tout et n'ayant plus rien à désirer? Et Rousseau d'ailleurs disait « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Le désir d'être heureux n'est qu'un idéal de l'imagination. Pour Kant, l'action humaine doit être réglée sur des principes objectifs, voire la notion d'impératif catégorique. Qu'est-ce que c'est que l'impératif catégorique? On va la développer dans le chapitre qui sera consacré à la morale, mais on peut déjà en retenir les grandes lignes. Kant disait « Si vous voulez avoir une vie accomplie, soyez moraux. Et comment être toujours moral? Eh bien, il suffit de se mettre en tête le devoir suivant. C'est ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Faire toujours des actions désintéressées, c'est-à-dire ne rien attendre en retour, et surtout avoir toujours en tête que la formule qui doit précéder notre action doit être une formule universalisable. Chaque fois que vous vous direz ça, vous ne pourrez pas vous tromper sur votre action. À chaque fois que vous vous dites, voilà, si je le fais et si tout le monde le fait, c'est bon. Par contre, si je le fais, si je fais mon action, si je fais mon acte, mais que je me dis, bah ouais, mais si les autres le font, c'est pas terrible, faut pas que les autres fassent comme moi, c'est plutôt une mauvaise chose. Donc, il y a cette idée de valeur universelle qui doit présider à chacune de nos actions. Donc, on peut tous se fixer une forme de devoir moral en respectant cette loi-là, cette loi de l'impératif catégorique, action désintéressée et universalisable. Si le monde entier fait comme moi, tout le monde ira mieux. Donc voilà, chaque fois que vous prenez une décision morale, chaque fois que vous devez faire ou ne pas faire quelque chose, posez-vous cette question. Et si tout le monde le faisait? On pourrait prendre un exemple tiré du monde contemporain, qui n'est pas un exemple qu'ancien, mais imaginez la situation suivante. Vous rentrez chez vous en voiture, il est à peu près 3 heures du matin, mettons que vous avez travaillé tard, vous êtes allé voir des amis, bon, vous n'êtes pas en état d'ébriété, rien du tout, vous êtes tout à fait dans votre état normal, mais juste avant d'arriver chez vous, il est 3 heures du matin, il y a un feu rouge dans la rue. Or, à 3 heures, il n'y a strictement personne dans la rue. Si vous grillez ce feu rouge, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver chez vous 30 secondes plus tôt et ce ne sera pas plus mal parce qu'il est vraiment tard et vous êtes fatigué. Et surtout, personne n'en saura jamais rien, à part vous. Donc vous vous dites, je peux griller un feu rouge pour une fois, c'est pas... voilà. Kant vous dira non. Même s'il n'y a personne, même si vous ne mettez personne en danger à part vous-même, même si personne n'est au courant de ce que vous avez fait, vous devez respecter le feu rouge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas universalisable. Si on commence à faire des exceptions et à dire les feux rouges, oui, ça fonctionne, mais seulement quand il y a du monde dans la rue, ou quand il y a des policiers ou des gendarmes qui peuvent me voir, c'est pas bon, c'est un très mauvais point de départ. Donc, il faut respecter la chose. C'est désintéressé et c'est universel. L'action désintéressée, c'est aussi quelque chose de très fort chez Kant. C'est-à-dire que Kant nous dit, la plupart du temps, quand on fait une bonne action, c'est qu'on attend quelque chose en retour. On attend un merci, on attend un sourire, ou alors on attend une promotion, de se faire bien voir par la personne. Et Kant dit, c'est un mauvais principe. Ce qui compte dans nos actions, ce sont les principes. C'est ça seulement qui peut nous rendre moraux. S'il n'y a rien à gagner, c'est encore plus beau de faire une belle action.
C'est ça le véritable sens du devoir selon Kant. Alors on développera ça évidemment dans la partie consacrée à la morale. Mais retenez ce concept d'impératif catégorique chez Kant. Réaliser ce que nous pouvons faire de meilleur, c'est se fixer des principes universels. Des principes universels, c'est une forme de devoir que l'on s'impose à soi-même pour vivre bien, vivre mieux et en bonne intelligence avec les autres. Si vous vous dictez à vous-même un devoir suffisant, une vraie ligne de conduite objective et que vous n'y dérogez jamais, alors vous devenez un être parfait, qui ne se trompe jamais. Or, rien dans l'idée du bonheur, comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire éprouver le plus de plaisir possible, ne correspond à cela. Et oui, Kant nous dit, autant être moral, c'est accessible, autant être un être parfait, parce que totalement moral, désintéressé, etc., c'est accessible, autant le bonheur, c'est quand même une idée qui est extrêmement floue, et qui va dépendre de la personne. Pourquoi vouloir absolument viser le bonheur, alors que nous pouvons viser la morale, qui est encore plus satisfaisante, et qui est encore plus universelle que l'idée du bonheur. Voilà pourquoi Kant disait, et retenez cette citation, elle est intéressante, Kant, le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Alors question, pourquoi le bonheur ne peut-il se fonder sur aucun principe objectif? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une notion du bonheur qui serait valable pour tous et partout? Eh bien, premièrement, parce que le bonheur est subjectif, nous dit Kant. Il y a autant de définitions du bonheur que d'êtres humains sur la Terre. C'est vrai que si on fait un sondage et qu'on dit, vous, quelle est votre idée du bonheur, si on interroge 10, 20, 30, 100 personnes, on aura 10, 20, 100, 100 versions possibles du bonheur. Pour un tel ou pour une telle, le bonheur, ce sera de trouver le grand amour. Pour telle autre personne, le bonheur, ce sera d'avoir beaucoup d'argent. Pour d'autres, ce sera d'avoir une famille unie. Bref, la vision du bonheur va changer d'une personne à l'autre. Pourquoi s'attarder là-dessus alors que c'est absolument pas universel? Et puis deux, parce que le bonheur ne peut se décréter pour les autres. On ne peut commander aux autres d'être heureux, par exemple par ordre ou par décret, alors qu'on peut demander aux gens d'être moraux. Ça, c'est possible, ça, c'est faisable. Donc si c'est pas jouable, cette idée du bonheur, il vaut mieux s'en méfier, dit Kant, et même l'abandonner totalement. Pour résumer, chez Kant, le bonheur est particulier, relatif à l'individu, subjectif, et fondé sur des représentations mentales, c'est-à-dire uniquement sur l'imagination. Alors, et aussi sur une représentation vague et confuse, et sur une image que l'on se fait du bonheur. Chez Kant, le bonheur n'est pas universel, valable pour tous, le bonheur n'est pas objectif, le bonheur n'est pas nécessairement en adéquation avec la réalité, le bonheur n'est pas un concept défini, logique et cohérent, et le bonheur n'est pas une garantie d'un bonheur réel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous faites telle idée du bonheur que vous trouverez le bonheur. Ça nous arrive souvent de nous dire, bah moi je serai heureux, mais le plus heureux des hommes, le jour où j'aurai ceci ou cela. Et puis quand on l'obtient, non, finalement on n'est pas plus heureux que ça. Donc voilà pourquoi pour Kant, eh bien, cette notion du bonheur, c'est plutôt quelque chose de fuyant, et voilà pourquoi on ne doit pas s'y attarder. La deuxième catégorie de caractéristiques s'applique plutôt au devoir moral et non au bonheur. Par contre, le devoir moral, oui, le devoir moral, il peut être universel, valable pour tous, la morale peut être objective, la morale est nécessairement en adéquation avec la réalité, puisque ça s'applique pratiquement. La morale, c'est un concept défini, logique, cohérent, et la morale est une garantie d'un bonheur réel. Donc, pourquoi ça... Enfin, garantie d'un bonheur réel, c'est une façon de jouer sur les mots, puisque pour Kant, le bonheur n'existe pas. Le bonheur, dont le désir n'est ni logique ni cohérent, concerne chacun de nous sans que la société ne puisse en jouir. Le bonheur n'est pas un modèle universalisable. Et ça, vous pouvez le souligner ou le surligner, c'est important. On ne peut l'atteindre par aucune pratique cohérente. C'est donc bien un idéal de l'imaginaire. Deuxième vision des choses, on va parler de Pascal. Alors Pascal, vous en bouffez pas mal cette année, mais c'est vrai que c'est un philosophe qui est essentiel pour la philosophie. Le plaisir, nous dit-il, est un cache-misère du malheur humain. Alors là, waouh. C'est-à-dire que Pascal condamne non seulement le bonheur, mais il condamne aussi le plaisir. Blaise Pascal lui aussi considère que le bonheur est un idéal qui n'est qu'une marque profonde de... J'ai l'impression que ça a figé, non, ça n'a pas figé. De notre malheur présent. Pour lui, en effet, l'homme n'accorde que peu de valeur au présent. Nous ne le vivons pas, car nous vivons soit dans l'attente de l'avenir, soit dans les regrets ou les souvenirs du passé. Vous vous souvenez, on l'a vu quand on a vu la notion du temps. C'est paradoxal, car comme le dit Pascal, nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. On l'a vu et revu. Soit le présent est désagréable et nous cherchons à l'oublier, soit il est très agréable et nous le voyons filer trop vite. Nous ne pouvons donc pas vivre le présent, le ressentir vraiment. Ainsi, dit Pascal, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. C'est vrai que quand on veut être heureux, qu'on a hâte de l'être, nous sommes inévitablement déçus. Tout comme ces fêtes, très préparées, où personne ne s'amuse vraiment.
Alors qu'une soirée improvisée laisse souvent des souvenirs inoubliables, parce qu'on ne s'attendait à rien, justement. Pascal en parle quand il parle du fameux divertissement. Alors on va arrêter la vidéo ici, parce que je crois que je suis en manque de batterie, donc ça risque de couper à tout moment. On va arrêter cette vidéo, et puis dans la prochaine, on pourra lire ensemble ce fameux texte de Blaise Pascal, où il nous parle du bonheur comme quelque chose d'inaccessible.